Bonjour à toutes et tous. On doit être précis dans ce salon de la haute précision. Donc, dernière table ronde de ce salon EPAJ. On est au cœur de cette journée dédiée, ce qu'on a appelé le Job Dating Day. Donc, pour répondre justement à ces problèmes de pénurie de personnel, on a organisé avec nos amis de JobWatch, spécialisés dans le recrutement de personnel, donc dans l'univers notamment de l'horlogerie, avec donc son représentant qui est parmi nous aujourd'hui, son directeur, donc Benoît Fontaine. Et puis on abordera aussi lors de cette table ronde la formation, bien évidemment. On a la chance donc d'avoir avec nous Pierre Amstutz, qui est le directeur de l'école d'horlogerie de Genève, et puis une représentante d'HESSO, donc Irena Milosevic, qui s'occupe de la filière notamment du génie mécanique et microtechnique. Je ne me trompe pas, c'est juste. Voilà, donc on va aborder tout ça parce que véritablement, il y a 2-3 sujets chauds là dans le salon dont on a beaucoup discuté cette semaine avec les chefs d'entreprise. C'est vraiment l'efficience énergétique et les coûts de l'énergie, mais aussi les problèmes d'approvisionnement et ces problèmes de personnel, parce qu'il y a certains métiers, on le verra, où carrément on a véritablement du mal à recruter, où les délais s'allongent de manière vraiment très, très importante. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on fasse justement un point de situation, un état des lieux de ces différents métiers techniques, pour voir aujourd'hui quels sont les métiers les plus recherchés et qu'est-ce qu'on fait pour essayer de répondre à ça. Et puis surtout, on abordera ce qui apparaît aujourd'hui dans le quotidien du salon, mais comme étant une obligation maintenant pour tous les chefs d'entreprise de développer leur marque employeur pour véritablement faire la différence sur ce marché de l'emploi, parce que c'était une préoccupation qu'avaient pas beaucoup de chefs d'entreprise jusqu'à maintenant, surtout les PME qui sont là aujourd'hui et qui ont généralement d'autres choses à faire que se pencher là-dessus. Mais aujourd'hui, ça devient indispensable parce que on s'aperçoit que c'est plus les candidats qui tiennent le manche que l'inverse, quoi. Et aujourd'hui, il y a des préoccupations chez ces nouvelles générations dont on va parler aujourd'hui. Donc peut-être, Benoît, nous dresser un premier état de situation justement de ce marché de l'emploi aujourd'hui. Qu'est-ce que vous constatez? Quels sont les métiers les plus recherchés? Et quelles sont justement les difficultés auxquelles on doit faire face? Mais dites-nous un petit peu quelles sont vos observations sur ce marché de l'emploi. Oui, alors déjà bonjour à tous. Donc on a vraiment une situation qui s'est accélérée depuis, je dirais, le 2021, donc un petit peu la période post-Covid. Sur notre site, comme si on peut prendre ça comme baromètre, et qu'on prend le nombre d'offres d'emploi. Donc nous, étant spécialisés dans l'horlogerie et la microtechnique, on a vu que il y a vraiment une accélération du style. On avait genre 300 offres comme ça qui étaient un petit peu publiées, et là on est carrément au double voire au triple, et on est beaucoup en contact soit avec les sous-traitants soit avec les marques horlogères, et il y a vraiment une très très grande difficulté à recruter actuellement. Pour poursuivre sur les types de métiers là, qui sont vraiment en pénurie, donc c'est vraiment tout ce qui concerne la production de composants mécaniques, donc des métiers type que régleur, programmeur, metteur en train, ça c'est vraiment très très compliqué actuellement. Les métiers de la décoration également, mais plus spécifiquement des angleurs ou des polisseurs, disons, voilà. Et également tout ce qui touche à la qualité, c'est vraiment des secteurs où on a de la peine à fournir du personnel. Alors si on fait un tour des exposants, effectivement, quand j'ai été leur demander quel est l'emploi qu'ils recherchaient le plus, et c'est vrai que ça confirme ce que vous nous dites, c'est-à-dire que c'est le décolleteur. Numéro 1, c'est vraiment le décolleteur. C'est vraiment le décolleteur, mais plus seulement le décolleteur, c'est une denrée rare depuis plusieurs années, donc voilà. Mais vraiment ça va de l'opérateur au programmeur, et là c'est très compliqué actuellement. Juste un petit mot pour ceux qui ne comprendraient pas le français. Il y a des casques là-bas, il y a une traduction directe en anglais, si jamais ça intéresse certains d'entre vous. Donc, peut-être nous expliquer un petit peu, parce que c'est peut-être pour tout le monde, c'est peut-être pas aussi évident que pour nous, mais c'est quoi exactement un metteur en train, par exemple ? Alors, si on prend, je dirais, le process pour faire de la fabrication de pièces mécaniques, il va y avoir la conception de la pièce dans le bureau technique. Il va y avoir, donc par des ingénieurs constructeurs. Après, il va y avoir, le relais va être pris par des programmeurs qui vont créer le programme qui va permettre à la machine automatisée, donc la machine CNC, de fonctionner. Et le metteur en train, il intervient à l'étape suivante. C'est lui qui va prendre ce programme, l'installer sur la machine et qui va faire les premières pièces
qui va vérifier que le programme fonctionne, que tout est OK pour après lancer la série. Et là, ça pourra être repris par un régleur ou un mécanicien régleur ou un opérateur régleur qui va pouvoir simplement surveiller que la production se passe bien sur la machine. Donc le metteur en train, il est à la sortie du bureau technique pour mettre en route la machine. Ok, très bien. Donc là, on parle de la situation du marché de l'emploi dans l'horlogerie, joaillerie au niveau de la Suisse romande. Au niveau de la Suisse entière, c'est le même constat ? Oui, c'est un petit peu la même chose. Et puis nous, on est également actifs un petit peu sur la France voisine. La problématique est toujours la même. On va recruter en France voisine de manière ouverte et officielle ? Je dirais que c'est un petit peu naturel. Pourquoi le marché, enfin la production horlogère, l'arc horloger de Genève à Bâle, si on prend, côtoie tout le long la frontière française. Donc évidemment, il y a une certaine perméabilité et une certaine part de main-d'œuvre française qui travaille dans les usines en Suisse, oui. Une part importante dans l'industrie horlogère. Hein. Quand on voit les chiffres qui ont été donnés en début de semaine par les entrepreneurs qui travaillent dans l'horlogerie, c'était presque 80%, quoi. C'est pour ça qu'ils disaient que voilà, l'horlogerie française a peut-être pas la même réputation, mais c'est grâce à beaucoup d'horlogers et d'ouvriers issus de la France voisine qu'on arrive à faire tourner notre industrie horlogère. Oui, après, sur ce chiffre de 80%, je dirais que c'est très dépendant des régions, évidemment. Les régions vraiment proches de la frontière, ça peut être le cas. Et après, ça dépend aussi des politiques d'entreprise. Voilà. Juste par rapport aux à peu près 750 entreprises du salon, il y a combien d'offres d'emploi ouvertes sur ce salon ? Alors, justement, pour préparer ce job dating depuis quelques semaines, donc on a demandé les besoins des entreprises qui sont présentes et on a reçu un petit peu plus de 200 postes ouverts. Il y a 200 postes ouverts aujourd'hui, donc Oui, il y a 200 postes ouverts. Et ces 200 postes, en fait, ce sont les postes qui ont été transmis par les exposants. Après, globalement, nous, on traite actuellement chez JobWatch un peu plus de 700 postes. Et donc ça, c'est vraiment une situation exceptionnelle qu'on vit depuis 1 année et demie et qu'on n'avait jamais vu auparavant. Sur le marché de la Suisse romande, actuellement, chez JobWatch, il y a 700 postes ouverts. Exactement, 700 postes, oui. Pas uniquement donc dans la production mécanique, je dirais globalement pour les besoins des manufactures et des sous-traitants de l'horlogerie. Voilà, 700 postes. Alors, Pierre Amchus, par rapport à ce constat qui a été fait, donc on a l'assurance que déjà tous vos élèves auront un métier au terme de leur formation. Mais est-ce que c'est une vraie préoccupation chez vous ? Est-ce que vous pouvez, je dirais, élargir votre offre pour qu'on ait plus de jeunes qui soient formés pour remplir ces métiers ? Déjà, Bonjour à tous. Déjà, c'est une bonne nouvelle, effectivement, de savoir que nos jeunes, lorsqu'ils sortent de l'école, sont directement embauchés. Et peut-être en parallèle de ça, il est vrai que les démarchages se font même avant qu'ils aient terminé leur formation. En première année ? Non, pas encore en première année, mais sur la dernière. Et effectivement, ce sont des profils qui ne passent même pas au travers effectivement des recruteurs, puisque c'est les entreprises qui viennent en direct. En termes de nombre d'élèves que nous formons, que ce soit dans les métiers effectivement de la terminaison, de la micromécanique ou encore de l'horlogerie, on a des quotas qui sont respectés et qui sont à respecter et imposés par le politique. Pour tout ce qui concerne les élèves plein temps, donc on différencie ce qu'on appelle les élèves plein temps des élèves dual, ceux qui font la pratique professionnelle en école pour le plein temps et en entreprise pour le dual. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, eh bien, ils vont terminer leur formation par le biais d'une certification, d'un CFC ou d'une école supérieure qui est de toute façon en commun dans l'école. Donc les qualifications des élèves sont les mêmes. Maintenant, augmenter le plein temps, eh bien, actuellement, c'est pas une volonté politique, puisqu'ils vont favoriser plutôt l'augmentation du dual. Donc c'est aux entreprises, quelque part, d'engager davantage d'apprentis pour pouvoir offrir au marché le besoin qui est nécessaire. Alors quand on dit en apprenti, il est certain qu'une entreprise engage son apprenti certainement dans la volonté de le garder. On sait qu'il y a une circulation assez grande au niveau des employés dans les différentes marques.
Mais si demain vous avez une volonté justement des entreprises, notamment des plus grandes marques horlogères, d'engager plus d'apprentis, vous pouvez faire face à cette augmentation? Alors, peut-être que certains l'ont entendu, nous allons changer de lieu, l'école va déménager, elle existe depuis 200 ans, enfin l'année prochaine elle fera son 200e, et c'est la 5e transition, déménagement qu'on est en train d'effectuer cet été, pour pouvoir aussi, et entre autres, répondre à cette demande-là. Donc oui, si les entreprises demandent d'augmenter, on a la capacité de le faire. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, la balle est plutôt dans l'entreprise, on y reviendra tout à l'heure, mais est-ce qu'on fait ce même constat? Est-ce que vous aussi, vous avez des quotas pour former des ingénieurs dans les microtechniques, en micromécanique? Parce qu'il y a autant de pénuries au niveau, je dirais, des métiers de base qu'au niveau de l'ingénierie aussi. Alors, on n'a pas vraiment de quotas. Par contre, on a interrogé un petit peu les alumni pour voir dans quel secteur ils ont travaillé, et ils travaillent actuellement. Et en général, on a beaucoup d'horlogers finalement qui travaillent, des étudiants qui vont aller dans l'horlogerie ou la bio-ingénierie, qui sont issus de la filière microtechnique. Du coup, nous, on a orienté un petit peu nos options en fonction de ces alumni. Et donc, on a bien une option électronique, on a une option horlogerie et également une option bio-ingénierie à l'EPIA dans la filière microtechnique. Et cette option est disponible en 3e année. Et ce qu'on a remarqué également, c'est que nos ingénieurs, au bout de 10 mois, après avoir obtenu leur diplôme, ont trouvé un emploi au bout de 10 mois. Donc, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui est assez recherché quand même. Donc ça, mais par contre, on a également vu une hausse du nombre de personnes inscrites à l'EPIA ces 5 dernières années, en effet. Oui, il y a aucun ingénieur qui a été diplômé dans ces filières-là qui se retrouve au chômage quand même. Non, a priori non. Ils retrouvent assez rapidement un emploi. Après, il y a toujours des aides qui peuvent être obtenues, pas forcément par nous. Ils nous rappellent parfois. Alors parfois ils reviennent vers nous en tant qu'assistants. Donc on embauche également les ingénieurs qui ont fini en tant qu'assistants afin de les aider. Ils peuvent rester chez nous quelques années et puis ensuite le but c'est vraiment de les remettre sur le marché de l'emploi au bout de quelques années. Bon, on n'embauche pas beaucoup, mais il y en a certains qui restent chez nous également. Et tous ces jeunes qui sont formés, que ce soit à l'école d'horlogerie ou chez vous en termes d'ingénierie, leur intérêt pour l'horlogerie, c'est de travailler pour une belle marque ou c'est aussi pour travailler pour tous les gens qui sont ici, donc dans la sous-traitance? Est-ce que c'est assez équilibré ou est-ce qu'ils veulent tous travailler pour Rolex? C'est difficile de répondre à cette question et je pense que c'est les motivations de chacun des élèves. Certains préfèrent aller dans une grande marque, d'autres préfèrent rester dans des petites entreprises, voire des moyennes entreprises. Ça dépend également du poste qu'on va leur offrir. Et ça, je pense que c'est un élément qui est important aujourd'hui. Par le passé, on recherchait davantage, je pense, le travail en soi avec le salaire. Aujourd'hui, je pense que l'intérêt du poste de travail qu'on va lui offrir rentre aussi en considération. Et voilà, c'est propre à chaque personne ce qu'il est prêt à faire. Benoît ? Oui, alors nous, on a beaucoup d'interactions avec les candidats, donc les chercheurs d'emploi. Et puis, sur cette question de dire est-ce qu'ils préfèrent les manufactures ou bien la sous-traitance, on a vraiment de tout. On pourrait penser que un petit peu l'aura des manufactures, ça attire tout le monde. Alors, bien entendu que pour certains, c'est le cas. Les manufactures peuvent aussi peut-être offrir une certaine stabilité de l'emploi, sachant que l'horlogerie a toujours été cyclique. Maintenant, les plus petites structures, la sous-traitance a vraiment aussi d'autres avantages. La hiérarchie est beaucoup plus plate et la dynamique et la polyvalence sera certainement plus grande et il y a beaucoup de candidats qui recherchent ça aussi. Donc, nous, on n'a pas vraiment de difficulté à devoir promouvoir les postes de la sous-traitance. Ça, c'est vraiment pas une problématique qu'on a. Mais les délais de recrutement s'allongent.
Alors là, c'est différent. Donc, les délais de recrutement s'allongent. Pourquoi? Parce que le marché, entre guillemets, il devient sec en termes de personnes disponibles. Nous, on avait peut-être une moyenne de 4 semaines sur notre site de publication des offres d'emploi. On est plutôt passé maintenant entre vers 6 ou 7 semaines. Donc, effectivement, ça s'allonge. Et il y a certains postes pour lesquels, même au travers de notre site, on n'arrive pas à les combler. Donc il y a des postes, enfin des annonces qui restent infructueuses. Oui, ça c'est possible actuellement, ce qui est plutôt une situation inédite. Ça, c'est une nouveauté. Exactement. Oui. Et par rapport donc aux élèves de l'école d'horlogerie, donc on est sûr que tous ces élèves, ils restent dans ces secteurs, ils restent dans ces milieux-là. Certains sont même démarchés avant même qu'ils finissent. Mais est-ce qu'on a la certitude qu'ils partent pas dans d'autres univers techniques? Alors, il y a ceux qui souhaitent, d'une part, continuer leurs études, donc qui vont continuer en HES, et ça fait partie de leur parcours de départ. Il est vrai qu'on offre une possibilité, ce qu'on appelle les formations accélérées, où ils ont la possibilité de faire un CFC et une Matu Pro en 3 ans, et ce qui sous-entend que 3 ans plus tard, ils obtiennent leur bachelor. Si on fait un comparatif avec les écoles standards, c'est-à-dire si on fait un cursus collège, par exemple, vous devez faire une année préparatoire encore pour ensuite accéder aux écoles d'ingénieurs. Donc, ce qui veut dire qu'on a certains jeunes, après 6 ans, ils sont bachelorisés, alors que si vous faites le collège, etc., c'est après 8 ans. C'est ça, après 8 ans. Donc, il est clair que tous ne vont pas rentrer dans le secteur de la main-d'œuvre, si on veut bien. Et puis ensuite, il y en a certains qui cherchent à obtenir un CFC pour pouvoir faire un autre métier. Exemple, la police ou les pompiers. Donc ça aussi, c'est des volontés qui sont claires dès le départ pour certains jeunes. Ils passent par l'horlogerie, mais ils pourraient aussi très bien passer par d'autres métiers du domaine. Donc il est certain que l'ensemble ne va pas rentrer sur le marché. Ils passent par l'horlogerie pour devenir pompier? Complètement. D'accord, c'est intéressant. Donc s'il y a des jeunes dans la salle, ils pourront s'exprimer tout à l'heure, ou des adultes, parce que je vois qu'il y a essentiellement des adultes devant nous. S'il y a des adultes qui veulent se réorienter dans ces métiers, qui ne sont pas forcément heureux dans leur emploi et qui aimeraient venir sur des métiers techniques proches de la haute précision, est-ce que c'est possible? Et quelles sont les voies à suivre? Alors, oui, c'est possible. Il existe des reconnaissances qui se font. Il y a l'OFPC qui traite ces demandes-là à travers soit des articles 41, soit des reconnaissances de validation d'acquis de métiers qu'ils ont eus. Donc des parcours sont envisageables qui peuvent être complétés par des modules que l'on forme en école plein temps. Si par exemple il leur manque uniquement une compétence, qu'ils ont exercé l'ensemble des autres compétences durant leur carrière, eh bien là on peut effectivement les recevoir, les spécialiser sur cette compétence manquante, et du coup ils accèdent aux examens finaux et par conséquent obtiennent leur certification comme tout le monde. Oui, sur cette problématique de reconversion, moi je dirais, d'après notre expérience, c'est que les personnes qui n'auront pas fait une formation ou un raccord en fait pour aller dans le métier qu'ils veulent exercer dans l'horlogerie, c'est très compliqué. Ils auront beaucoup de peine à rentrer. Donc c'est vraiment important de faire une démarche personnelle. Il y a des modules de formation, vous connaissez mieux que moi évidemment, mais de quelques mois qui permettent déjà de rentrer dans l'horlogerie. Si ça c'est pas fait, c'est très compliqué. Et nous, tous les ans, enfin peut-être pas tous les ans, mais régulièrement, on a des étudiants qui viennent, qui ont déjà une famille, qui avaient un métier avant et qui viennent justement se reconvertir chez nous. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, c'est très courageux de leur part, j'ai envie de dire, parce que c'est beaucoup plus difficile pour eux que pour les autres étudiants. Et je compléterai par l'IFAGE, entre autres, qui offre effectivement une formation complète d'un adulte qui souhaiterait se former dans des horaires qui sont possibles en cumulant à la fois le métier, ou l'activité et la formation. Donc toutes ces possibilités sont offertes sur je dirais la Suisse, puisqu'elles sont ouvertes dans tous les cantons. Donc on peut être pompier aujourd'hui et devenir décolleteur demain? Complètement. Alors décolleteur, je sais pas, mais en tout cas horloger. Tous les métiers sont pas non plus ouverts. D'accord. Est-ce que ça veut dire aussi
et là, vous êtes le mieux placé pour le savoir, que l'attractivité des métiers techniques, elle est suffisamment promue et défendue notamment par l'État ou par les les autorités cantonales. Est-ce qu'on n'est pas en droit aujourd'hui de se poser la question si on en fait assez, vu ce qu'on peut observer en termes de pénurie de personnel aujourd'hui? Alors assez non, je pense pas. On le voit typiquement dans notre région, quand on parle d'apprentissage et quelle est la vision qu'on a de l'apprentissage, on forme, si je ne me trompe pas, 12% d'apprentis duals, comparativement à la Suisse allemande, où c'est 80%. Donc 12% contre 80% en Suisse alémanique. C'est énorme. D'où le message effectivement du politique qui est de dire les écoles vont pouvoir offrir la partie de la théorie pour qu'ils puissent suivre une formation en apprentissage, mais c'est aux entreprises finalement de s'engager dans la formation des apprentis. Donc là, il y a un effort certain à faire, puisque c'est, en tout cas pour Genève, encore le collège qui bien souvent prime dans la communication des différentes filières ou voies de communication. Moi, je fais exactement le même constat. Donc, on voit très bien que dans les écoles, donc jusqu'au niveau primaire et secondaire 1, les métiers techniques sont peu valorisés. En tout cas, dans les voies prégymnasiales, typiquement, ils en parlent quasiment pas. Donc voilà, ça va plutôt être favorisé pour aller typiquement dans le canton de Vaud au gymnase. Voilà. Alors que c'est vraiment dommage parce que dans les métiers techniques, il faut pas avoir cette vision qu'on va rester dans un atelier toute notre vie. Il y a vraiment des filières. Voilà, vous êtes les représentants. Il y a la possibilité évidemment de faire un CFC, puis de continuer par des écoles ES, des écoles HES et d'accéder à des fonctions importantes dans les entreprises. Et ça, c'est peu mis en avant. Et je pense que ça péjore l'attractivité des métiers, quoi. Donc ça devrait être beaucoup plus mis en avant auprès des jeunes déjà qui ont 14, 15 ans, 16 ans, qui vont sortir de l'école obligatoire. C'est pareil pour les filières de haute école. Pour info, moi, ça fait pas très longtemps que je suis à la HES, c'est la 4e année. Mais par contre, depuis que je suis arrivée à la HES cette année, c'est la première année où j'ai vu autant de maturité professionnelle arriver chez nous. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais vu autant de maturité professionnelle en 4 ans. C'est vraiment la première fois où on a plus de la moitié des étudiants qui viennent de la maturité professionnelle, donc CFPT, etc. Donc c'était assez impressionnant. On est avant tout une école technique et pratique. Donc ça convient tout à fait à ce genre d'étudiants et on les encourage vraiment. On fait des portes ouvertes pour qu'ils viennent visiter l'école, spécialement pour eux. Et on fait également des portes ouvertes pour tout le monde, donc maturité professionnelle ou maturité gymnasiale. Et cette année, on a vraiment eu en première année beaucoup de maturité professionnelle. Et c'est un vrai plaisir parce qu'ils sont vraiment plus pratiques, plus techniques. Et il y en a certains qui savent déjà utiliser les appareils. Et on voit vraiment une différence. Mais on voit qu'avant l'étape du gymnase ou du collège ici, il y a une information, une valorisation de ces métiers techniques qui est pas faite de manière très dynamique, quoi. Quand on pose la question à nos enfants, savoir s'ils veulent éventuellement s'orienter vers des métiers techniques ou industriels, généralement on n'a pas beaucoup de succès, hein. Je sais pas vous, mais à la maison c'est pas simple de valoriser les métiers techniques. Ils sont plus sur des métiers, qui ont plus de, je dirais, d'aura. Donc alors que la qualité de ces métiers aujourd'hui, et puis on y viendra tout à l'heure, mais les niveaux de rémunération aujourd'hui ont bien progressé. Alors peut-être un élément qui est important, c'est vrai que faire des changements sociétals prennent du temps. On voit aussi que les efforts sont largement portés par le politique, qui aujourd'hui favorise vraiment le message, et l'OFPC, qui est vraiment le vecteur de la communication de ce côté-là, c'est fait. Maintenant, il faut se rendre compte que ça peut pas se faire d'une année à l'autre. Les enseignants du secondaire 1 doivent être formés, doivent aussi être informés de ce qu'est un ingénieur, un apprentissage. Donc ça, c'est des cycles qui prennent vite 4-5 ans, je pense, avant que ça porte ses fruits. Mais comme l'a dit le maître horloger Philippe Dufour, qui était hier en débat, faut pas que ces jeunes s'imaginent que, comme vous l'avez dit aussi, que être actif dans l'horlogerie avec un métier technique, quel que soit, c'est pas passer 40 ans de sa vie à serrer des vis. Aujourd'hui, on sait qu'on change 3, 4, 5 fois de métier dans sa vie. Donc ça, c'est... Voilà.
Et puis peut-être aussi une autre question, c'est la parité un petit peu homme-femme. Voilà, qui est vraiment très largement dominée par les hommes dans les métiers techniques. Et je pense qu'il y a aussi une communication à faire auprès des jeunes, parce que vraiment dans les ateliers de mécanique, d'horlogerie, c'est vraiment des endroits très propres, très accueillants. Aujourd'hui, c'est plus sombre avec de la vapeur, etc. C'est plus du tout ça. Et je pense qu'il y a vraiment une valorisation aussi de ces métiers qui peuvent être faites auprès des filles, typiquement. Juste pour illustrer le propos, je faisais encore une statistique il y a quelques semaines là pour un journal. Nous, on a vraiment diverses catégories de métiers. Donc, je dirais, on a un classement des offres d'emploi, une vingtaine de catégories de métiers. Et mis à part la partie RH, j'entends toutes les catégories sont dominées par des hommes. Donc, et ça va autant dans la production que dans les achats, le marketing, la logistique, tout. Donc, il y a vraiment pour résorber cette pénurie, peut-être atteindre la jante féminine, ça peut être une piste. Alors, j'ai eu une discussion avec un responsable de l'école de bijouterie d'Annecy, voisine ici, qui me disait, dans le domaine de la joaillerie bijouterie, c'est l'inverse. On est à la parité totale. Il y a même voire plus d'élèves féminins dans son école que de garçons. Donc, la bijouterie a peut-être une image qui attire plus un public féminin que l'horlogerie. Je pense que tout est dans le nom, en fait. Par exemple, nous, en génie mécanique, on a peut-être une étudiante, si on a de la chance, par promotion. Une seule. Une seule sur 40. Elle doit être appréciée, hein, celle-là. Oui, voilà. Elle est convoitée. Elle est convoitée. Non, mais disons que ça... c'est pas uniquement ça. Je pense que elle est... c'est agréable quand même d'avoir une parité homme-femme. Et même en microtechnique, qui est plutôt... où il y a un petit peu plus de femmes également, on en a peut-être 5 chaque année. Donc, on a une prédominance masculine quand même chez nous. Mais le fait qu'il y ait ce que vous représentez, c'est-à-dire une enseignante aussi qui sait... Alors, oui, c'est bien. Il y a une enseignante. Le mec, une. En tout cas, en génie mécanique, non, il y en a plusieurs, mais je pense qu'on est quand même sous-représenté également au niveau des enseignants. Et par contre, ce qu'on fait pour promouvoir, justement, comme le disait la personne précédente, donc qu'est-ce qu'on fait pour promouvoir ça? C'est qu'on va aller dans des salons spécialement dédiés aux jeunes filles, où on va venir promouvoir un petit peu nos filières génie mécanique. Notamment, j'ai assisté à une journée où on faisait piloter des drones à des jeunes femmes. Et ça, c'est organisé par un de nos professeurs. Mais c'est quoi les salons spécialement dédiés aux jeunes filles? C'est exactement ça. À Genève, tous les ans, il y a des salons qui sont dédiés aux adolescentes qui sont intéressées par des métiers de l'ingénierie. Et on essaye vraiment de promouvoir. Parce que quand on entend génie mécanique, on n'a pas du tout envie de venir en tant que fille. Et en fait, alors que on n'est pas dans le cambouis toute la journée. Hein, donc je rassure vraiment les gens. C'est de la conception plus. Donc il y a peut-être certaines écoles qui ont choisi de pas dire génie mécanique et de dire ça autrement, peut-être conception mécanique qui est un petit peu plus douce. Mais finalement, génie mécanique, conception mécanique, c'est à peu près pareil. Microtechnique, ça attire un petit peu plus les filles, mais toujours pas assez. La proportion des filles à l'école d'horlogerie de Genève, c'est quoi? Malheureusement que 20% à peu près, mais ça augmente. Alors, grâce aux maturités professionnelles, on a un petit peu plus de filles cette année en GM, en génie mécanique. Mais je retiens ce qu'a dit Benoît, peut-être que, et il le dit encore dans l'interview qu'il fait dans le quotidien, c'est voilà, l'avenir de l'horlogerie, c'est peut-être les femmes. Mesdames, soyez attentifs parce que on compte sur vous. Et justement, pour rendre ces métiers plus attractifs, on a vu que le rôle des entreprises était essentiel, notamment pour l'apprentissage. C'est les entreprises qui décident ou pas de prendre des apprentis, mais au-delà de ça, on voit que le développement de la marque employeur aujourd'hui, pour faire la différence par rapport aux jeunes qui sont là ou autres qui cherchent des emplois, comment on fait aujourd'hui pour améliorer son image auprès de ces jeunes et se donner la capacité de les attirer?
Alors effectivement, c'est un aspect qui est très très important. Je dirais du côté des manufactures, donc c'est pas le public ici, ça a déjà fait un petit peu son chemin. Du côté de la sous-traitance, ça commence maintenant. Et puis, en quoi ça consiste? C'est vraiment d'une part de faire connaître les métiers et d'autre part ça consiste à mettre en avant en fait les atouts que l'entreprise elle peut amener pour ses collaborateurs et puis pour les talents qu'elle veut attirer. Donc c'est ça. Après, on n'est pas en train de dire de dire qu'il y a un micro-ondes dans la cuisine. C'est pas du tout ça. Hein. C'est que maintenant les jeunes générations, elles ont vraiment d'autres aspirations. Donc de mettre en évidence, par exemple, les actions dans la durabilité, dans l'éthique ou dans l'inclusion, par exemple, de minorités. Ça, c'est vraiment très très important actuellement. Concrètement, ça veut dire quoi? Pour qu'un employeur soit justement attractif sur ce domaine de la durabilité ou de l'inclusion ou des normes ESG, etc., les jeunes sont vraiment hypersensibles à ce sujet, mais ils attendent quoi d'une entreprise? Alors, ils attendent déjà une meilleure mise en place des horaires de travail, j'entends. Voilà, une part qui donne plus de flexibilité pour la vie privée. Ça c'est par exemple une chose. Et par exemple, si les entreprises, typiquement dans leurs fournisseurs, pour un autre aspect dans la durabilité, si elles arrivent à mettre en avant qu'elles ont des filières durables dans leur approvisionnement, par exemple, là les jeunes générations, elles sont vraiment sensibles à ce genre d'action-là. Donc au sourcing et à la traçabilité des matières premières, ce genre de choses-là, ils posent ce genre de questions, les candidats? Oui, ça arrive maintenant et c'est quelque chose qui, je dirais, il y a 5 ans, il n'y avait pas du tout et ça arrive maintenant. Vous le ressentez dans les écoles, cette préoccupation par rapport à des normes durables, d'inclusivité, ou de flexibilité des horaires de travail, on y parlera tout à l'heure, mais vous ressentez ces préoccupations chez les jeunes, vous? Je pense que nos jeunes sont encore trop jeunes. Quelque part, ils sortent du cycle pour certains, donc on va dire ils ont entre 15 et 18 ans quand on les engage. C'est pas un début de cursus qui vont avoir cette réflexion-là. En revanche, la notion de la souplesse au niveau des horaires, par exemple, ou de l'intérêt du travail qu'ils vont pouvoir faire, de la hiérarchisation de la structure de l'entreprise, ça, ils sont clairement sensibles. Je pense que c'est peut-être plus à l'école d'ingénieurs où ils vont pouvoir effectivement commencer à mettre leurs valeurs au niveau du développement durable en avant. Alors nous, en génie mécanique, par exemple, on a inclus cette notion de développement durable. D'ailleurs, notre école a inclus la notion de développement durable également. Mais nous, nos étudiants, ils ont vraiment envie de travailler. Hein. Donc, sincèrement, ils n'ont qu'une hâte après leur diplôme, c'est vraiment d'aller sur le marché du travail. Je pense qu'ils ne se posent même pas la question bien sûr, ils veulent avoir une vie personnelle comme tout le monde, mais ils ne se posent même pas la question des horaires, etc. Mais est-ce qu'ils se posent la question des normes ESG qui sont appliquées dans l'entreprise, la traçabilité des produits, etc. Ou est-ce qu'on exagère un peu sur ce sujet? Alors, je suis pas sûre qu'ils se posent encore la question, mais par contre, on leur donne certaines notions, je pense, lorsqu'on fait des cours sur tout ce qui est empreinte carbone, etc. Donc, il y en a sûrement. Je pense qu'ils sont plus sensibilisés que d'autres étudiants, en effet. Et comme dans ce domaine, ce sont les candidats sur le marché de l'emploi qui tiennent le manche. Donc, est-ce qu'on a l'obligation, quand on est chef d'entreprise ou responsable ressources humaines, de rentrer sur ce sujet de la flexibilité du travail et jusqu'à quel point? Est-ce que ça veut dire qu'ils veulent moins travailler ou un peu travailler avec des horaires quand ils veulent, à la carte, etc. ou travailler en home office à la maison, bien que pour un décolleteur, c'est un peu compliqué? Alors, je pense pas qu'ils veulent moins travailler. Alors clairement pas, ils sont là pour travailler. Et effectivement, je rejoins ce qui a été dit, ils cherchent du travail. Par contre, effectivement, s'ils peuvent l'allier avec leur vie sociale, c'est quelque chose qu'ils vont rechercher. Peut-être juste pour revenir sur la notion de la durabilité, j'en discutais hier avec un de nos anciens élèves, il souhaite maintenant changer d'entreprise pour se diriger auprès d'une entreprise qui est plus verte, entre guillemets, et plus sensible à ces produits. Donc on se rend compte que ces éléments-là, une fois qu'ils ont acquis une certaine expérience, deviennent des éléments forts dans leur choix ou dans leur orientation future.
Et en fait, justement, le fait de pouvoir se préoccuper de ces aspects-là, effectivement, je vous rejoins, les demandeurs d'emploi, ils veulent un travail, et c'est ce qu'ils veulent en premier. Mais dans la situation actuelle, les candidats à l'emploi, ils ont plus de choix. Donc, ils ont peut-être 2, voire 3 entreprises, et ils vont tenir compte de ces aspects-là pour faire leur choix aussi, tout autant qu'un salaire éventuellement. Vous confirmez? Oui, je confirme tout à fait. Et en fait, ce que je voulais juste ajouter, c'est que dans les formations que l'on fait, on va dire, c'est des métiers assez valorisants dans le sens où ils vont produire quelque chose. Ils vont avoir un prototype à la fin. Et il y a une certaine fierté également derrière ce qu'ils sont en train de faire. Donc, je pense quand même, ils ont vraiment envie de travailler et ils ont vraiment envie de se donner à fond après avoir eu leur diplôme. Et je pense que c'est vraiment le moment où il faut les recruter parce qu'ils ont la motivation, ils ont cette fierté d'avoir appris des choses. Et je pense que oui, bien sûr, ils veulent de la flexibilité. Je pense comme tout le monde pour avoir une vie personnelle également. Mais je pense pas que c'est leur priorité au départ lorsqu'ils sortent avec un diplôme. Mais ils sont beaucoup plus maîtres du jeu que certaines années auparavant, où vu J'espère. la situation d'un marché de l'emploi, la loi de l'offre et de la demande font que aujourd'hui, c'est eux qui vont décider en fonction des offres qu'ils ont en face d'eux. Donc c'est vrai qu'on peut quand même recommander aux employeurs qui sont là d'essayer d'orienter vers des normes ESG plus vertueuses, vers une flexibilité du travail dans les limites de ce qu'on peut faire dans nos industries, peut-être. Alors, est-ce qu'il y a des exemples d'entreprises, Benoît, qui ont fait des choses qui sont vraiment, qui font la différence? Oui, des initiatives qu'on voit arriver maintenant et que c'est plutôt nouveau. Ce sont des entreprises en fait qui, évidemment, quand on est dans un atelier de production, on peut pas prendre la machine à la maison, donc le télétravail ça s'applique pas. Par contre, c'est d'offrir un horaire de travail qui est vraiment très élargi. Par exemple, on a un exemple sur les hauts du canton de Neuchâtel, une entreprise qui a mis un horaire de travail entre 6 heures le matin et 20 heures. Et après, ce sont donc les employés entre eux, les îlots de fabrication qui vont gérer en fait les présences de chacun, et ce qui permet d'avoir une flexibilité. Par exemple, si on doit aller chez le médecin, si on doit faire des choses avec des enfants, etc. Donc ça permet vraiment une flexibilité dans la vie de chacun. Donc l'employeur offre une plage horaire de 6 heures du matin à 8 heures du soir, et l'employé choisit à quel moment il va faire ses heures légales. Il choisit, mais c'est quand même en accord avec son chef d'équipe direct et l'organisation, je dirais, de l'îlot de travail ou de l'atelier. Donc, c'est une flexibilité qui est relative, mais elle existe. Et ça permet de dire, par exemple, oui, la semaine prochaine, moi, tel jour, ben voilà, j'ai quelque chose, donc je viendrai plutôt de 7h à 13h. Et il s'organise de cette manière-là. C'est pour ça, et là je m'adresse à Pierre, on a entendu qu'une des plus célèbres marques horlogères de la place allait enfin rentrer dans un début de flexibilité de travail sur du home office. Est-ce que, sur des métiers qui le permettent, est-ce que c'est une tendance que vous confirmez? Alors, je ne pourrais pas moi la confirmer Pour au nom celle-là, des non. entreprises. C'est en tout cas celle que j'ai entendue, en effet. Donc, parce que la limite du télétravail dans l'horlogerie joaillerie, c'est la présence nécessaire pour les métiers qui sont devant les machines, etc. Mais il y a d'autres catégories de métiers dans ces manufactures ou dans ces sous-traitants qui le permettent. Tout à fait. Et je rejoins ce qui est dit. On l'entend de plus en plus, où effectivement les tranches horaires sont augmentées, donc donnant plus de flexibilité à l'employé. Bien entendu, je pense que c'est toujours en collaboration avec l'équipe et avec le fonctionnement du besoin. Mais on sent bien là derrière la participation de l'employé à finalement à sa plus-value dans l'entreprise et son droit de parole quelque part. Et on se rend compte que ça, c'est un élément qui devient important. Je pense qu'il a entendu parce qu'on il y a pas que les grandes entreprises, il y en a de plus en plus qui en tout cas y réfléchissent apparemment et semblent pour certaines en tout cas l'appliquer. Alors, vous nous avez dit que lors des entretiens d'embauche, souvent, le premier sujet de discussion, c'était beaucoup moins la rémunération, mais c'était plus souvent aussi la proximité géographique par rapport à son domicile qui était plus importante. Oui, je dirais la proximité, c'est un élément important. L'élément quand même principal, ça va être l'intérêt pour les tâches proposées par l'employeur. J'entends une personne, elle sera beaucoup plus décidée à faire peut-être un petit peu plus de trajet si vraiment le poste l'intéresse. Donc ça, c'est l'élément numéro 1.
Et c'est pas le salaire en tout premier. Bien sûr, les personnes, elles vont pas se dévaluer, mais l'intérêt pour les tâches, ça, c'est en numéro un. Et c'est vrai, bon, si maintenant on parle de rémunération, peut-être ça intéresse certains d'entre vous, en ayant sondé un petit peu les chefs d'entreprise sur le niveau de rémunération. Je prends qu'un exemple, c'est ce fameux décolleteur. Aujourd'hui, quand on leur pose la question, un décolleteur, et notamment à Genève ou dans les cantons voisins, on lui propose entre 8 et 10 000 francs. Donc ça, c'est une réalité. Enfin, historiquement, on atteint des niveaux aujourd'hui où là, on comprend que par rapport à cette loi de l'offre et de la demande, c'est plus le candidat qui tient définitivement le manche, là, pour l'instant. Mais je dirais plus que le candidat tient le couteau par le manche, c'est plutôt un effet d'offre et de demande, quoi. Ce qui est rare et cher, l'employeur qui a besoin de force de travail dans un certain métier va mettre le prix pour l'obtenir. Et par rapport à ces chiffres, Pierre, vous êtes surpris ou c'est une évolution qui semble toute logique? Elle me paraît logique, l'offre et la demande faisant effectivement le prix du marché. Je reviens peut-être juste sur un élément qu'il est important de relever, et ça je l'ai entendu à plusieurs reprises. Les jeunes talents, si on ose les appeler comme ça, eh bien, ils vont également s'orienter vers les entreprises qui offrent le cadre le plus intéressant. Et certaines entreprises perdent, j'ai envie de dire, certains jeunes talents parce que simplement une autre, et non pas le salaire étant l'élément moteur, mais c'est vraiment le contexte, l'environnement, la souplesse et tout ce que celle-ci va pouvoir offrir. Et l'épanouissement dans son métier, etc. Tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres références en termes de rémunération dans d'autres métiers qu'on peut partager aujourd'hui? Mais je dirais c'est un petit peu de manière globale. Nous, ce qu'on voit, c'est que le niveau des salaires proposés, il a tendance à monter un petit peu partout. Après, c'est pas extravagant non plus, mais on voit justement la demande étant plus forte que l'offre actuellement. Les salaires, ils ont un petit peu tendance à monter. Et puis aussi, il y a plus de parties négociation du salaire aussi dans le processus de recrutement, alors qu'avant, on avait peut-être plus l'employeur qui disait, ben voilà, je vous propose tant. Il n'y avait pas tellement à discuter. Maintenant, il y a quand même une petite phase de négociation. Est-ce qu'il y a d'autres marges de manœuvre sur les négociations, justement, autres que la rémunération, des avantages qui sont en nature, en vacances ou autres? Oui, très clairement. Donc, déjà les autres choses qu'on a citées, la flexibilité, les possibilités d'évolution, ça c'est aussi très important. Et puis aussi, je dirais un petit peu la polyvalence ou bien, je dirais les possibilités que l'employé pourra faire des propositions en fait et qu'on va l'écouter. Donc, un cadre moins rigide offre plus d'intérêt pour les candidats actuellement. Et la prise en charge d'activités annexes, telles que des activités sportives sur le site ou une assistance à certains problèmes que peut rencontrer l'employé, c'est l'entreprise qui prend en charge. On le voit de plus en plus, ça, non? Alors, on le voit de plus en plus, mais nous, les candidats, ils nous en parlent encore pas tellement de ce genre de choses-là. C'est pas une priorité à ce jour? C'est pas une priorité actuellement. D'accord. On va peut-être vous donner la parole. Donc, vous pouvez interroger cette dame et ces messieurs. Ils sont à votre disposition. N'hésitez pas, c'est toujours la première question qui est difficile, mais on va s'en sortir. Personne ne sera jugé, même si vous êtes filmé en direct. Oui? Attendez, on vous emmène un micro. Bonjour, je vais essayer de trouver la distance. Oui, moi je suis jeune diplômé de microtechnique. Bonjour. C'est juste, là on présente beaucoup l'employé en recherche d'emploi comme un roi, mais je tiens quand même à souligner un truc dans ce que vous avez dit. Peut-être vous me direz si vous ne trouvez pas ça incohérent, mais madame, vous avez dit un jeune diplômé à l'EPIA, mais 10 mois à trouver du travail en moyenne. Bon, en moyenne, c'est très bien, c'est une très belle moyenne. Je pense que je suis assez d'accord avec vous sur ça. Surtout que ça doit être des chiffres que vous avez sortis de des vrais chiffres, quoi. Mais vous avez aussi dit
je sais plus lequel d'entre vous a dit oui, les entreprises se battent, il y en a 3 sur chaque jeune diplômé apparemment. Comment il peut y avoir 3 entreprises sur chaque jeune diplômé et qui mettent en moyenne 10 mois à trouver? Ça, ça veut dire qu'il y en a 3 en moyenne 10 mois qui arrivent. Enfin, s'il y en a 3 tout de suite dessus, je trouve pas forcément très cohérent le côté 10 mois. Et voilà, quoi, alors je me doute bien que c'est des chiffres. Mais... Je pense qu'il parlait davantage des métiers techniques, c'est ça? Alors, pas forcément des diplômés ingénieurs, mais je pense qu'il parlait davantage des métiers techniques. Oui, et puis après, c'est pas absolu. Donc, dans le contexte, on disait tout à l'heure, c'était que l'employé, il avait peut-être maintenant plus de choix dans le choix de l'entreprise vers lequel il va aller. C'est pour ça qu'il va accorder plus d'importance à certains critères. C'était ça le contexte donc, dans lequel c'était dit. Et peut-être que pour les ingénieurs, ça prend peut-être un petit peu plus de temps. Je crois qu'il faut faire une différence entre les jeunes qui sortent de l'école d'horlogerie de Pierre et puis celles qui sortent de vos filières à vous, où là, il y aura peut-être effectivement, comme peut-être vous l'avez vécu, plus de temps pour trouver. Vous n'avez peut-être pas trois entreprises qui ont frappé à votre porte quand vous avez été diplômé. Mais par contre, c'est le cas pour certains qui sont même chassés avant la fin de leur formation à l'école d'horlogerie, hein, Pierre. C'est juste. Oui, tout à fait, c'est juste. Et peut-être une petite précision, parce que vous parliez tout à l'heure est-ce que les jeunes diplômés étaient plutôt intéressés par les grosses entreprises? Vous êtes applaudi avant même la fin de votre question. Ouais. Avant, par les grosses boîtes horlogères les plus connues, Rolex, Patek, etc., ou les plus petites. Moi, je retourne peut-être la question, c'est quel genre d'entreprises sont prêts à prendre des jeunes diplômés? Parce que c'est peut-être pas que les... voilà. Moi, pour avoir été boire des boîtes d'intérim, on m'a dit plutôt Rolex, mais voilà, c'est peut-être ça aussi. Je ne sais pas si on peut parler de dire telle entreprise prendra des jeunes, telle autre non. Je dirais que c'est plutôt fonction des projets, voire de l'équipe en place. Si un jeune diplômé va rejoindre une équipe où il y a déjà, par exemple, 2 ingénieurs seniors, c'est intéressant d'amener du sang frais, d'autres idées, et puis il va pouvoir être je dirais entre guillemets coaché sur les premiers mois par les seniors qui sont là. D'un autre côté, si une entreprise a une équipe plutôt jeune, elle va plutôt s'intéresser à quelqu'un qui est plus senior. Donc, c'est plus dépendant de la situation sur le moment de l'entreprise, plutôt que de dire telle entreprise prendra des jeunes et d'autres non. D'accord, merci. Oui, puis il y a eu des effets d'annonce énormes, notamment avec la marque que vous avez citée, parce qu'ils vont ouvrir une usine à Bulle qui est gigantesque. Ils vont avoir des besoins de recrutement qui sont très importants, hein, Pierre. Hein. Donc voilà, effectivement, il y a des différences de l'un à l'autre, mais comme l'a dit Benoît, si vous souhaitez en discuter plus particulièrement avec lui, faites-le. Allez le voir sur son stand et il vous donnera des pistes. Mais vous êtes en emploi aujourd'hui? Non. Ok. Donc, n'hésitez pas à passer chez nous. Vous le saurez. Il y avait une question juste à côté, voilà. Madame? Bonjour. Je vous remercie, Monsieur Amstutz, d'avoir mentionné l'IFAGE, donc à savoir que l'IFAGE est prestataire de l'OFPC pour des cursus en polissage et en horlogerie qui peuvent mener à une AFP ou à un CFC pour adultes. Ma question aujourd'hui est en rapport avec la promotion de la formation professionnelle initiale. Est-ce que vous avez des journées découvertes que vous proposez aux élèves du cycle d'orientation pour vraiment encourager ce cursus d'horlogerie? Il y a plusieurs activités qui ont lieu, certaines organisées directement par les écoles, telles que les portes ouvertes, voire celles organisées par l'OFPC, telles que la Cité des métiers. Et puis ensuite, on a la chance de pouvoir participer à plusieurs événements tels que le GPHG. Maintenant, la commune de Plan-les-Ouates offre également une visite des métiers à travers une activité qui s'appelle la transmission des savoir-faire. Et chaque fois qu'on a une occasion comme celle-ci, effectivement, de pouvoir s'y rendre et en faire la promotion, on le fait, bien entendu. Il existe également les filières d'IOSP, donc où c'est la formation des futurs enseignants du secondaire 1 qui se met en place. Donc là, on essaye également d'en faire la promotion. Alors c'est plutôt au niveau des enseignants. Donc tous les axes qu'on peut ouvrir, on cherche à le faire, bien entendu. Et
peut-être un élément qui sera important, dès 2024, on va faire le 200e de l'école. Dans une nouvelle école, ce sera aussi l'occasion d'avoir un certain nombre de messages et d'ouverture auprès des jeunes, de visites. Il y aura, je le dis en avant-première, une exposition qui va être montée pour laquelle l'école ouvrira ses portes à l'ensemble du public et on espère rencontrer pas mal de jeunes. J'en profite, vous ayez un micro pour vous poser une question, justement, parce que vous parliez de la formation des adultes. Est-ce que aujourd'hui, vous avez concrètement donc une volée d'adultes qui se dirigent, qui a envie de se réorienter dans ces métiers techniques? Absolument, on a une très forte demande à l'IFAGE. Nous formons à peu près une centaine de personnes par année. Et la semaine dernière, d'ailleurs, nous avions des portes ouvertes où nous avons ouvert tous nos ateliers de polissage et d'horlogerie. Et on a accueilli une centaine de personnes, dont une majorité de femmes, d'ailleurs. Donc voilà, Bravo. on parlait de la parité. Donc l'intérêt est là pour un public adulte. Donc, Et voilà. le public adulte qui sort de l'IFAGE est diplômé? Oui, donc cette formation qui est donc financée par l'OFPC mène à soit une AFP, donc c'est une certification fédérale, ou un CFC. Et nos étudiants en général sont, comme vous le disiez, déjà abordés par les industries horlogères pendant le cursus. Ah, pendant le cursus, ça veut dire qu'ils ont quasi l'assurance, au terme de cette formation, dans ces métiers techniques, de trouver un emploi. Oui, tout à fait. Ça peut donner des idées à pas mal de gens. Et la moyenne d'âge, c'est quoi? Je dirais la trentaine d'années. Ah ouais, d'accord, ok. De jeunes étudiants, donc. Oui. Merci. Merci. Il y avait d'autres questions aussi chez les jeunes, il me semblait par là. Ou là-bas. Chez les jeunes aussi. Merci. On a parlé d'un contexte sans précédent, d'un marché sec, d'une loi de l'offre et la demande au niveau des salaires, qui nous pousse, je ne pense pas être le seul, à offrir des niveaux de salaire à des jeunes diplômés ou des gens avec un petit peu d'expérience, qui sont équivalents à des salaires qu'on a déjà dans les entreprises pour des gens qui ont un même niveau de formation avec beaucoup plus d'années d'expérience. Donc c'est une question, c'est plus un recueil d'informations que vous auriez pu avoir d'entreprises, clients, partenaires, à savoir comment ils gèrent ça, le fait que des jeunes arrivent avec un niveau de salaire équivalent à des gens avec plus d'expérience, et comment ils estiment aussi soit rattraper les anciens, entre guillemets, au niveau de salaire, ou quand on va revenir dans une situation normale et rééquilibrer un peu les choses. Je ne sais pas si vous avez une sensation à partager sur ce phénomène. Alors, nous, on est beaucoup en discussion avec les entreprises. C'est vraiment un problème, ce que vous évoquez là. Quand justement on va proposer par exemple des candidats dans les entreprises où on dit voilà, le candidat il souhaite un niveau de salaire un petit peu comme ça, ils disent exactement cette problématique là. C'est un petit peu en conflit avec ce qu'on offre et malheureusement ou pas, ce qu'on voit c'est que si les entreprises ne s'alignent pas, ça rend leur recrutement plus compliqué. Maintenant, sur la question de dire comment est-ce qu'ils vont faire quand ça va un petit peu partir dans l'autre sens, parce qu'on a des cycles, nous, ce qu'on dit à nos candidats, justement, c'est malgré tout, ne soyez pas trop gourmands, parce que il pourrait y avoir un retour de manivelle à partir du moment où le marché va se rééquilibrer. D'autant que des marques sous-traitantes de commission, on n'a pas forcément tous les moyens d'aligner non plus tous les salaires actuels comme peuvent le faire certaines manufactures en l'occurrence. Mais sur cette question-là, je dirais, nous, on n'observe pas forcément une surenchère, je dirais, des manufactures qui ont plus de moyens. Ils gardent la raison quand même. Tout à fait. Alors, je dis pas, après, quand ils veulent obtenir une ressource rare, qui a un ingénieur particulier, etc., ils mettront les moyens, ça c'est sûr. Mais je dirais, globalement, ils n'entrent pas dans un emballement des salaires malgré tout. Tout à fait. Ok, très bien. Et juste pour faire un petit peu de pub, chez Dubois des Pras, on n'hésite pas à recruter des jeunes diplômés, parce qu'on a conscience, comme Montaigne le disait, les têtes bien faites sont aussi importantes que des têtes bien pleines. Donc n'hésitez pas à passer nous voir. Rappelez-nous les étudiants. Magnifique. Rappelez-nous le nom de votre entreprise. Dubois des Pras, à la oui. Show. Okay. Un partenaire historique du salon. fait. Le message est passé. Vous recrutez donc. Constamment. Et vous, votre politique à vous, justement, par rapport à ces salaires, est-ce que vous êtes obligé d'augmenter les cadres existants pour vous aligner sur les candidats?
augmentez pas, je dirais, ou pas comme ça dans l'instant, parce qu'un jeune est rentré là, mais refaire une pondération globale aux périodes de revue de salaire et d'essayer de repositionner et d'avoir un mapping à peu près cohérent, oui, ça a quand même un impact de toute façon. Et par Mais rapport à ce qu'on disait sur les normes ESG, la durabilité, tout ça, vous sentez que c'est important pour vous maintenant? Alors oui, pour nous, par contre, on ne le ressent pas trop du côté candidat. Après, on m'entend toujours, hein, oui, Ouais. à la Vallée de Joux, on est dans un environnement un peu nature, un peu hors citadin, qui fait que le côté ESG, ils l'ont un peu pour les gens qui viennent du coin, un peu dans les films naturels, donc ils s'en inquiètent pas plus que ça parce qu'ils le vivent déjà au quotidien. en Ouais, fait. dès qu'ils ouvrent les fenêtres dans la vallée de Joux, ils Exactement. sont durables. Tout à fait. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Remarques? Oui, monsieur? Alors voilà, moi j'ai 21 ans, j'ai fait une licence professionnelle en génie mécanique et donc là j'aimerais pouvoir faire de l'horlogerie, m'orienter sur l'horlogerie et concrètement quelle démarche ou où aller en école pour pouvoir faire ça. Je crois que vous avez la bonne personne. L'IFAGE est là, effectivement, pour faire de la formation continue, complémentaire. Donc, ayant un titre déjà obtenu, c'est vraiment sur cette orientation qu'il faut aller, puisque la formation initiale en école plein temps prendra pas en considération les candidats qui ont déjà une formation certifiante. D'accord, merci. Donc l'IFAGE est sur le stand qui est juste à côté ici. Vous avez identifié madame, ne la perdez pas de vue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les jeunes. Je vous en prie. Alors, c'est pas une question, mais c'est un partage par rapport aux échanges qui ont été faits avant, où on a parlé des gens qui sont en reconversion, qui veulent arriver dans l'horlogerie et qui n'ont pas forcément le vécu, la formation, le backup. De notre côté, mais je pense pas être les seuls, vu que j'échange régulièrement avec mes collègues, on est effectivement très sensible, on l'a parlé, aux gens qui ont fait un effort personnel de faire un module supplémentaire, de faire une formation qui touche à l'horlogerie, d'avoir des notions, d'avoir des informations, des mots techniques un peu dans leur langage, dans leur vocabulaire, voilà, de savoir de quoi ils parlent sans être des experts. On ne sait pas ce qu'on demande parce qu'on est en phase de transition vers un nouveau métier. Mais sur quelqu'un qui arrive comme une fleur en disant, bah voilà, moi je veux venir dans l'horlogerie parce que c'est porteur, j'ai un beau CV, mais j'ai fait aucun effort, aucune démarche personnelle pour comprendre un peu le contexte horloger. Ça marche beaucoup moins que quelqu'un qui a fait ne serait-ce qu'un petit effort. C'est juste que je souhaitais partager. Donc nous chez JobWatch, on partage totalement votre avis. Donc les personnes qui viennent s'inscrire chez nous, on a quand même une phase de qualification en fait. Et les personnes qui ont justement fait un premier module, typiquement de l'IFAGE, nous on les accepte vraiment volontiers. Les personnes qui disent, comme vous dites, voilà, ben moi l'horlogerie ça m'intéresse parce que c'est un petit peu porteur actuellement, mais qui n'ont rien fait du tout, peut-être qu'on les acceptera même pas dans le réseau JobWatch. Ah, ça peut aller jusque-là. Après, je veux juste ajouter que nous également, nos étudiants en génie mécanique, ils arrivent à intégrer également l'horlogerie, même sans être passés par l'IFAGE, mais ce sera pas des métiers horlogers, ce sera d'autres métiers. Mais dans l'horlogerie, il y a énormément de métiers et il y a également des métiers pour ceux qui sortent de génie mécanique. Tout à fait. Mais là, on parle plutôt de jeunes diplômés. Moi, je parlais vraiment des gens en reconversion qui. Conversion. Oui, parce que Même si c'est possible aussi. la nature des 200 postes ouverts qui sont là dans le salon, c'est pas uniquement que des décolleteurs horlogers ou des régleurs. Enfin, ça touche un peu tous les domaines. Il y en a, hein. mais c'est vraiment très diversifié, quoi. Donc c'est vraiment intéressant de passer à notre stand. Il y a beaucoup de métiers demandés. Mais le marché sec en lui-même fait qu'on va de toute façon s'ouvrir même à des gens qui n'ont pas forcément fait cet effort, mais on va dire on est d'autant plus sensible à ceux qui l'ont fait. Alors moi je dirais sur ce point-là, effectivement dans votre entreprise il y a beaucoup d'ouverture. C'est pas le cas partout. Il y a des personnes qui restent un petit peu figées dans des anciennes méthodes de recrutement et ça fonctionne plus actuellement. Et typiquement aussi dans la manière de conduire le process de recrutement, il y a certaines entreprises en fait qui ont des process plutôt longs. Et ce qui fait qu'en fait ils perdent des opportunités parce que simplement le candidat il a trouvé avant. Parce qu'en face, on a des entreprises qui sont un petit peu modernisées, qui ont des processus plus réactifs, quoi. Exactement, ça va simplement plus vite. Et puis, ben voilà, celui qui est
premier qui est d'accord, premier servi. Mais le rôle de JobWatch, c'est non seulement de conseiller les candidats, mais c'est aussi de conseiller les chefs d'entreprise ou les DRH dans les entreprises. Alors, donc nous, on a deux activités. D'une part, on est un job board et d'autre part, on est également un cabinet de placement. Et puis, donc, à ce titre-là, on a beaucoup de discussions avec soit les recruteurs, soit les chefs d'entreprise. Et effectivement, on les sensibilise un petit peu aux problématiques ou à ce qui pourrait les aider à recruter peut-être plus activement, effectivement. D'autres questions? Monsieur? Bonjour. Alors moi j'ai vu récemment sur les posts que je vois sur certains, par exemple JobUp, pour certains mois d'intérim ou temporaires, recherche carrément des personnes de d'esthétique ou qui ont fait de la couture sans diplôme en horlogerie et des boîtes comme Rolex ou Patek vont les prendre directement, les former à la sauce au Rolex ou Patek, entre guillemets, sans besoin d'avoir une formation de l'haute école d'horlogerie ou du CFH ou de l'IFAGE. Alors je voulais savoir quelle est la différence après pour un élève ou une personne, la différence de formation, différence de compétences, donc quelqu'un qui ne connaît strictement rien à la micromécanique ou l'horlogerie. Alors sur ce point-là, moi je dirais depuis très longtemps, en fait, on voit très bien que les personnes qui ont été actives dans l'onglerie, dans des fleuristes et d'autres, des coiffeuses, typiquement, elles sont très appréciées dans les métiers d'opératrices. Donc ça, c'est depuis longtemps, c'est comme ça. Maintenant, il me semble quand même qu'on voit que les personnes qui ont fait aucune formation, je dirais même une petite formation de reconversion, quelques mois comme ça, c'est quand même un peu plus compliqué que c'était il y a quelques années pour les personnes donc, qui viennent des voies que je viens de citer pour trouver un emploi. Pierre, est-ce que tu partages ce constat? On peut arriver de nulle part et puis être formé par des marques qui viennent d'être citées pour s'adapter aux besoins de la maison? Je laisserai davantage JobUp effectivement répondre à cette question, étant moins dans le domaine. Ce que je pourrais rajouter, je dirais, les écoles forment des généralistes quelque part. Donc, quel que soit le niveau de formation, que ce soit universitaire ou pour un CFC, à un certain moment, c'est la culture de l'ensemble avec laquelle vont sortir nos jeunes. Et ensuite, c'est l'entreprise qui pourra les spécialiser. L'avantage, effectivement, d'un jeune qui sort avec un CFC, un bachelor ou un master, c'est qu'à un certain moment, il a une palette de bagages qui peut être à son actif. Il est vrai qu'une personne venue, je pense, de l'onglerie ou enfin de métiers de précision vont davantage être freinés sur une opération telle qu'un opérateur que, au contraire, un jeune qui a fait une formation complète qui pourra être plus souple. Oui, c'est bon. Et les jeunes qui sortent de votre école se tournent plus vers des sous-traitants pour être plus polyvalents et apprendre un peu plus, ou préfèrent être cadrés comme des grandes manufactures et voilà, ce sera le même métier, mais je pense que ce sera différent dans l'esprit d'entreprise et puis voilà, petite PME, grosse entreprise, c'est vraiment différent dans l'apprentissage du travail, des métiers, je pense. Il va se tourner vers quel type d'entreprise? Il n'y a pas de généralité. Je pense qu'il y a vraiment l'intérêt de l'élève. Certains préféreront effectivement une certaine stabilité, voire un travail répétitif. D'autres, au contraire, vont chercher une petite entreprise qui va offrir une grande diversité. Donc ça, c'est vraiment le moteur même de l'élève, et on le sent très bien d'ailleurs. Certains disent, mais je veux surtout pas aller dans cette orientation, et d'autres, au contraire, vont plutôt se dire, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc c'est très très varié, et ça dépend effectivement de leur ADN. Benoît, tu voulais rajouter quelque chose? Juste sur ce point-là, donc moi je partage tout à fait, donc c'est vraiment les aspirations de chacun. Nous, ce qu'on voit et ce qui est intéressant, c'est que des personnes qui ont par exemple fait un certain nombre d'années dans la sous-traitance ont peut-être une vision un petit peu idéalisée des marques et souhaiteraient aller dans les marques. Et inversement, des personnes qui ont fait un certain nombre d'années dans les marques ont une version idéalisée de la sous-traitance et veulent aller dans la sous-traitance. Donc voilà, c'est un petit peu partagé. Oui, monsieur. Je voulais juste répondre à monsieur là, parce que nous, on entend là? Oui. Moi, je fais partie d'une agence de recrutement. On recrute justement des coiffeuses, des esthéticiennes. Mais il faut faire la grande différence entre des métiers d'assemblage semi-automatisés ou automatisés et des métiers d'assemblage manuel comme forme l'IFAGE ou bien des horlogers.
Donc il y a une grosse différence. On peut prendre des personnes qui sont non qualifiées, qui ont une dextérité manuelle, qui ont autre chose, parce qu'il n'y a pas que la technique, hein. Il y a une concentration, respecter une cadence, etc., etc. On peut prendre des personnes qui sont non qualifiées, mais c'est pour des métiers, on va dire, d'assemblage relativement basiques, semi-automatisés, automatisés. Si on parle d'un horloger, il va faire de l'assemblage d'un mouvement, c'est pas du tout la même chose. Donc il faut faire la part des choses entre l'école d'horlogerie ou des ingénieurs. Les ingénieurs, ils vont travailler dans des métiers des méthodes, de l'industrialisation, de la conception. On n'est pas sur des métiers d'assemblage. Donc je pense qu'il faut faire la part des choses. Mais voilà, nous on recrute effectivement des coiffeuses, des esthéticiennes et tout dans la reconversion professionnelle. Quand on a dit tout à l'heure que l'avenir de l'horlogerie, c'était peut-être les femmes, donc on se rend compte, mais voilà, que les coiffeuses et les esthéticiennes, c'est peut-être des métiers de haute précision aussi qui sont utiles. Mais on voit aussi, par rapport à ce qui vient d'être dit, la richesse des métiers proposés dans l'horlogerie, quoi. Et il n'y a pas besoin d'être effectivement hyper formé sur certains métiers, mais qu'on peut, voilà, être assembleur de base en venant d'autres métiers. Le nom l'indique, c'est une formation initiale, donc c'est vrai qu'ils vont avoir une palette de connaissances et ils débutent leur expérience dans une entreprise. Donc à partir de là, c'est là qu'ils vont se spécialiser, mais je pense que c'est comme un vendeur, si je fais ce comparatif-là, où à un certain moment, il va apprendre l'ensemble de la palette, il va pouvoir passer de la caisse au service de réception marchandises, et c'est ce qui est important, et c'est, je pense, ce qui est important de préserver dans les formations que nous pouvons offrir, c'est qu'ils aient l'ensemble de cette palette et qu'on ne soit pas non plus à un certain moment trop spécialisé que dans un domaine. Ça, c'est l'entreprise qui s'en occupera, et en fonction de son besoin et de l'évolution qu'elle veut porter auprès des candidats. Et quand vous discutez avec les employés de tous ces sous-traitants dont on a eu certains exemples, là, c'est vrai, ils vous disent tous que voilà, travailler dans la sous-traitance, c'est hyper valorisant parce qu'on est à la source de l'horlogerie. Et puis parce qu'il y a une ambiance beaucoup plus conviviale, enfin beaucoup plus familiale. Il y a beaucoup d'entreprises familiales, etc. Il y a un ADN dans ces entreprises de la sous-traitance. Enfin, les gens sont heureux de travailler dans cet univers-là, et généralement ils sont très fidèles depuis de nombreuses années, quoi. Et les jeunes apprentis qui ont été formés dans ces entreprises de sous-traitance et tout, généralement ils restent, quoi, parce qu'ils sont heureux, ils s'épanouissent et tout. Alors peut-être c'est propre à la vallée de Joux dans certains cas, mais il y a d'autres endroits où il y a cette tradition horlogère et ils restent en poste, quoi. Ils cherchent pas à aller forcément dans une grande marque. Confirme. Je pense que ça rebondit sur ce qu'on disait au début. L'entreprise a tout intérêt, je pense aujourd'hui, à offrir ce cadre-là dans lequel ils ont envie de rester. Et ça va, je pense, à travers la souplesse qu'ils peuvent avoir. Ils ont envie de travailler, les gens. Donc là-dessus, la question se pose même pas. Mais c'est vrai, comment peut-on allier un 80%? Ça, c'est une question, typiquement, où aujourd'hui, on le sent, je vois mes filles, typiquement, qui sont sur le marché, enfin, qui ont leur premier travail. À un certain moment, elles se posent la question, est-ce que je pourrais faire un 80%? Et si on me l'offre, je le prends. Et c'est un argument non négligeable. Et je pense que cette jeune génération, c'est vraiment une des interrogations qu'ils ont. Bien travailler, être reconnu dans ce que je fais, c'est important. Mais il faut que les chefs d'entreprise, qui sont une génération plus proche de la nôtre que des jeunes qui sont là, comprennent que le travail n'est peut-être plus la priorité chez ces jeunes. Il faut qu'ils aient un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Ça a beaucoup changé. Notamment aussi, le Covid a peut-être accéléré ça aussi. Donc ça, c'est une prise de conscience. Si les chefs d'entreprise ne l'ont pas, ça devient compliqué, quoi. Alors ça peut devenir compliqué. Maintenant, il faut pas non plus aller dans certaines dérives, quoi. J'entends, on est quand même là pour faire. Enfin, les chefs d'entreprise sont là pour faire un business. Ils peuvent accorder des libertés. Après, effectivement, il faut que les gens ils aient envie de travailler et de tirer à la corde. On peut pas tout accepter non plus. Si la première question que le candidat pose, c'est quoi le nombre de semaines de vacances et combien de jours je peux travailler à la maison par semaine? Ouais,
on a compris à qui on a affaire. Hein. Il y a aussi certains chefs d'entreprise qu'on en parlait. Il faut qu'il y ait une vraie motivation au métier qui est proposé, quoi. Oui, monsieur. Oui, merci. Bonjour. Laurent Sage du journal suisse de l'horlogerie. Est-ce qu'il n'y a pas finalement un risque de décalage fort et croissant entre l'opération séduction du recrutement? Le candidat va voir très peu de choses de l'entreprise, on va savoir beaucoup de choses de lui, et la réalité des pratiques ensuite, notamment en termes de management. Est-ce que ça explique pas en partie la pénurie récurrente? Mais propre à l'horlogerie? Aussi dans l'horlogerie. Moi, je dirais qu'actuellement, on voit qu'il y a de plus en plus, en tout cas dans les processus d'embauche, de journées découvertes, voire de jours découvertes. Et ça permet un petit peu de pallier un petit peu à ce que vous dites. Ça permet d'être immergé pendant quelques heures, quelques jours, et puis peut-être d'avoir un aperçu un petit peu plus approfondi que si on avait fait simplement des entretiens avec les RH ou les responsables de département. Mais le décalage qu'il peut y avoir entre l'entretien d'embauche, les promesses qui sont faites, la séduction qu'on essaie de dégager sur les métiers horlogers et la réalité de ce qu'il va vivre à son poste de travail, c'est partout pareil. Je crois que c'est pas propre à l'horlogerie en l'occurrence, quoi. Hein. Par contre, il y aura un rapport humain qui est nettement différent dans des PME qui sont là à EPHJ et dans des grandes structures qui sont un petit peu plus impersonnelles. C'est ce qui nous revient en tout cas des gens qui y travaillent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les jeunes, vous êtes contents? Ça va? Bon. Parfait. Bah, écoutez, c'est pas le cas. Ces messieurs, dames, vous remercie de votre attention. Vous pourrez retrouver en podcast cette table ronde. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, bonne fin de salon à tout le monde. Merci.